Bonjour à toi, curieuse, curieux, d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de French Langue. Aujourd'hui, on s'attaque à une thématique qui me prend littéralement aux tripes. On va parler de cette France de l'ombre, celle des quartiers populaires, qu'on englobe souvent sous le terme générique de banlieue. On va décortiquer les conditions sociales, la lutte acharnée pour l'égalité des populations issues de l'immigration, la scène musicale et bien sûr la langue française et son argot. C'est un sujet viscéralement intime pour moi car je suis moi-même issue de cette frange de la population. Cette histoire, il faut le rappeler, c'est d'abord l'héritage direct de la colonisation. Bien avant de venir couler le béton de nos métropoles, nos aïeux ont d'abord payé le prix du sang. Ils ont été enrôlés massivement lors des 2 conflits mondiaux pour défendre la France. On pense inévitablement aux tristement célèbres tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, c'était un corps d'infanterie de l'armée coloniale française. Mais attention à l'appellation trompeuse. Ils n'étaient absolument pas tous originaires du Sénégal. C'était un raccourci grossier utilisé par l'État français de l'époque pour désigner l'ensemble des soldats colonisés recrutés en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire le Mali, Burkina Faso, Guinée, etc. Dans le sillage de ces conflits dévastateurs, une main-d'œuvre colossale venue des colonies a débarqué pour rebâtir le pays. C'est ce qu'on appelle communément la France de l'après-guerre. L'après-guerre, en français, quand on emploie le terme l'après-guerre, on fait spécifiquement référence de la période de reconstruction économique et sociale qui a immédiatement succédé aux 2 guerres mondiales, particulièrement les 30 glorieuses après 1945. Mais pour appréhender la banlieue aujourd'hui, il faut comprendre comment elle a été façonnée, comment elle a été construite. À leur arrivée, on n'a pas déroulé le tapis rouge à ces travailleurs. On les a plutôt parqués dans des bidonvilles insalubres. Un bidonville, a slum, est un aménagement urbain extrêmement précaire, construit avec des matériaux de récupération, du bidon et ville. Gigantesque signifie démesuré, d'une taille colossale, très très grand. Celui de Nanterre en périphérique parisienne ou celui de Marseille était gigantesque. À Nanterre, dans les années 60, près de 10 000 à 14 000 personnes s'entassaient dans la boue, privées d'eau courante et d'infrastructures de base. S'entasser signifie se regrouper dans un tout petit espace comme un tas d'objets. Donc s'entasser dans la boue évoque le fait de vivre les uns sur les autres dans des conditions de misère et de saleté absolue. Bien sûr, tout cela se déroulait sur fond de guerre d'Algérie. Le climat hexagonal était d'une tension palpable, gangréné par un racisme d'État décomplexé. L'un des épisodes les plus sombres de cette époque s'est déroulé à Paris, la nuit du 17 octobre 1961. Lors d'une manifestation pacifique d'Algériens, la police a réprimé la foule dans un véritable bain de sang. Un racisme d'État et un bain de sang. Alors, un racisme d'État, cela implique que la discrimination n'est pas le fruit d'un acte isolé, mais qu'elle est systématique, institutionnalisée ou cautionnée par l'appareil d'État. Un bain de sang, a bloodbath, une expression poignante pour qualifier un massacre d'une grande brutalité. Des dizaines, voire des centaines de personnes ont été lynchées et jetées dans la Seine. Sans faire dans la dentelle, toute personne ayant la faciès arabe, une tête d'arabe, ce soir-là risquait le même sort. Ici, attention aux homophones. La Seine, S-E-I-N-E, est le fleuve qui serpente à travers Paris. La Seine, S-C-E-N-E, est l'espace où se produisent les artistes au théâtre. Le 17 octobre 1961, les manifestants ont bien été jetés dans le fleuve, la Seine. Pour résorber cette misère,
Endémique, l'État a impulsé dans les années 60 et 70 la construction des grands ensembles, des cités HLM. Initialement, une véritable mixité sociale y régnait. Malheureusement, pas pour très longtemps. Les classes moyennes, souvent blanches, financièrement plus aisées, ont déserté ces quartiers pour acquérir des pavillons et avoir leur propre jardin. Oui, ils ont préféré s'acheter une maison avec un jardin, laissant les appartements aux personnes qui ont moins de moyens. Qui est resté sur le carreau? Sur le côté? Les populations immigrées et les ménages les plus pauvres. Le visage de la banlieue s'est alors métamorphosé. Il n'est pas né isolé, c'est une construction géographique délibérément pensée pour cloisonner, pour enfermer. Ces quartiers ont été relégués aux confins des centres-villes, coupés du reste du monde par d'immenses balafres urbaines. Autoroutes, périphériques, voies ferrées. L'illustration parfaite, c'est la cité des 4000 à la Courneuve dans la région parisienne. C'était tellement vaste que ça constituait une véritable enclave, une ville dans une ville. Ces barres d'immeubles s'étiraient à perte de vue. Mais si elle a été en grande partie démolie aujourd'hui, c'est le parfait exemple de ce à quoi ressemblait une cité à l'époque. Un mur de béton pensé pour séparer. Aujourd'hui, il y a certes des efforts politiques pour désenclaver ces territoires, mais la réalité crue, c'est que c'est facilement 1h30 de galère quotidienne pour rejoindre son lieu de travail à Paris. Il faut poireauter pour attendre le bus, rejoindre la gare, attendre un RER, souvent en retard, alors que la majorité des opportunités professionnelles se trouvent à Paname. Paname, c'est l'un des termes d'argot les plus iconiques pour désigner Paris. La relégation vient du verbe reléguer. C'est l'action d'écarter, de repousser une population dans un espace marginalisé. Le début des années 80 est marqué par ce qu'on appelle l'été meurtrier, l'été de 1983. Les crimes racistes se multiplient, souvent dans une impunité révoltante, et des jeunes sont victimes de violences policières mortelles. Malheureusement, de nombreux jeunes tombent sous les balles de la police. On se souvient par exemple du petit Toufik Ouane, abattu à l'âge de 9 ans à La Courneuve, justement, au pied de la cité des 4000. Pour sortir un peu de Paris, à cette époque, il y a un quartier emblématique, les Minguettes, à Vénissieux, une immense ZUP, zone à urbaniser en priorité, dans la banlieue de Lyon. Là-bas, un jour, un jeune homme nommé Toumi Jaija, président d'une association locale, tente de s'interposer lors d'une altercation avec les forces de l'ordre, la police. Une altercation, c'est une dispute violente, un accrochage physique ou verbal. Il reçoit une balle et frôle la mort, passé à 2 doigts de mourir. Sur son lit d'hôpital, Toumi, révolté, mais viscéralement opposé à la violence, va insuffler un mouvement historique. Il est épaulé par le père Christian Delorme. Petite parenthèse historique d'ailleurs, en France, il y a un grand mouvement de prêtres sociaux, des catholiques de gauche qui vivaient au cœur des quartiers pauvres et qui ont énormément aidé les populations précaires face à l'injustice. Avec ce prêtre et d'autres militants, Toumi orchestre en 1983 la marche pour l'égalité et contre le racisme. Des centaines de jeunes marchent de Marseille pour traverser le pays et revendiquer leur droit à l'existence et à la dignité. Très vite, la marche pour l'égalité et contre le racisme a été rebaptisée par la presse de l'époque par la marche des beurs, réduisant de facto ce mouvement complexe à une grille de lecture purement identitaire, identifiant uniquement les Arabes. C'était un raccourci tellement faux. Le cortège drainait aussi bien des Juifs, des Portugais, des Noirs que des Asiatiques. À leur arrivée dans la capitale, ils ont été accueillis par une foule en liesse. Une foule, a crowd, un rassemblement massif de personnes. Porté par plus de 100 000 sympathisants et sympathisantes,
Ils ont obtenu une audience avec François Mitterrand, le président de l'époque. Pour autant, leurs revendications n'ont pas toutes été entendues. D'abord, des titres de séjour de 10 ans pour vivre sereinement, un titre de séjour, a residence permit, le document administratif autorisant un étranger à résider et exercer une activité salariée en toute légalité. La seconde revendication, c'était le droit de vote aux élections locales. Et ça, c'est toujours lettre morte. Aujourd'hui encore, seule la nationalité française octroie le droit de vote. Les résidents étrangers, pourtant en première ligne face aux politiques de la ville, restent privés d'expression dans les urnes. Pire encore, la gauche a récupéré le mouvement en fondant SOS Racisme et son slogan paternaliste. Touche pas à mon pote. Aucun des marcheurs n'a siégé à son conseil. En clair, une véritable confiscation de la parole par les élites pour parler au nom des banlieues. Nos parents ont marché. Le credo était simple. Sois assidu à l'école, fais des études, et la République t'intégrera. On a joué le jeu. Mais à la ligne d'arrivée, on s'est heurté au mur de la réalité. On a décroché nos diplômes, j'en ai carrément 3. Et pourtant, refusant de me compromettre dans les rouages de la finance et du méga-capitalisme, mon insertion professionnelle s'est révélée être un véritable parcours du combattant. Et ce n'est pas de la paranoïa. Le gouvernement lui-même a commandé un vaste testing qui a déterminé de manière implacable ce qu'on subissait. À compétence égale, un candidat avec un nom de consonance maghrébine a 20% de chances en moins de décrocher un poste. Le patronyme agit comme un plafond de verre. Enfin, la partie où je parle de la langue française, face à ce rejet, face à cet enclavement géographique et social, comment réagit-on? Si nos aînés battaient le pavé, les nouvelles générations se sont émancipées en forgeant leur propre culture et surtout leur propre jargon. Historiquement, l'entreprise coloniale française a imposé le français en écrasant les dialectes locaux. Mais l'histoire, avec un grand H, a l'art du retour de bâton. Aujourd'hui, la francophonie s'est mondialisée. Plus de 50% des locuteurs du français résident en Afrique et au Moyen-Orient. La langue s'est métissée, façonnée par les vagues migratoires. Dans les quartiers populaires français, les jeunes ont inventé un langage hybride capable de communiquer leur identité croisée et plurielle. Un langage dans lequel, enfin, on se reconnaît, le seul capable de traduire nos identités plurielles. Certains disent que le français se perd. Moi, je dis la langue française va très bien, wesh. Wesh, l'interjection reine de l'argot. Issue de la darija, dialecte nord-africain, elle signifie quoi? On l'emploie pour saluer, wesh, bien, interpeller ou ponctuer son discours. Cette effervescence linguistique a été propulsée par la musique. Si le verlan, inverser les syllabes est vieux comme le monde, son explosion dans les années 90 est indissociable de l'avènement du rap. Aujourd'hui, l'argot transcende les classes sociales. On dit merci qui? Merci le rap. Le verlan va être comme une femme, une meuf. C'est lourd, c'est pénible, c'est relou. De Booba à Aya Nakamura, en passant par Rof ou PNL, les enfants de la banlieue ont joyeusement trituré la langue de Molière. Triturer, au sens propre, c'est malaxer ou broyer. Au figuré, triturer la langue, c'est la modeler, la tordre dans tous les sens pour accoucher de néologismes. Ils ont déconstruit sa syntaxe, reconstruit sa grammaire et enrichi son vocabulaire, exactement comme l'ont fait les grands auteurs classiques depuis des siècles. Ils démontrent magistralement que le français est un organisme vivant. C'est d'ailleurs le postulat de ma pédagogie sur FrenchLang.
En résonance avec la méthode de Stephen Krashen sur l'input compréhensible, je suis convaincue qu'on n'assimile pas une langue en ingurgitant bêtement des manuels de grammaire. Il faut s'immerger dans le français authentique, s'en imprégner et vibrer avec lui. Face à l'hégémonie de l'anglais, on a tout à gagner à réinventer notre idiome. C'est tellement percutant que les institutions comme le Robert ou la Rousse se voient contraintes d'introduire ces mots chaque année dans le dictionnaire. Avoir le seum, être dépité, empli de rancœur, sans jaillir, faire la fête, s'amuser, tout droit venu de Côte d'Ivoire. Une go, une jeune femme. Une illustration parfaite avec le légendaire groupe de musique 113. Gros. Autrefois, confiné à certains quartiers ou au département du Val-de-Marne, région parisienne, le terme gros ne fait pas référence à la corpulence, c'est l'équivalent de mon pote frérot. Aujourd'hui, la France entière lâche des ouais gros, bien ou quoi? Autre tour de force, le groupe PNL. Leurs textes sont émaillés de mots arabes incrustés dans des structures grammaticales françaises, générant une poésie urbaine absolument inédite. Aussi, l'artiste qui cristallise aujourd'hui cette apothéose culturelle, c'est évidemment Aya Nakamura. Propulsée au rang d'icône internationale, elle porte une francophonie contemporaine, décomplexée et résolument multiculturelle. Elle fusionne le français avec des intonations maliennes, le noshi ivoirien et la langue familière des cités. Elle utilise des mots comme Djadja et Poki. Un Djadja, un beau parleur, un homme qui colporte des mensonges sur des femmes pour flatter son ego. Une Poki, dérivée de Poucave, ça désigne une balance, quelqu'un de déloyal qui trahit un secret ou qui, surtout, dénonce à la police. Quand elle utilise ces mots, c'est une consécration. Et ce qui est presque comique, c'est qu'une personne plus âgée venant d'un milieu aisé ne va rien comprendre à ce qu'elle raconte. Ces gens sont complètement largués. Et c'est bien là la puissance du mouvement. Cette culture n'a pas besoin de leur approbation, elle s'impose d'elle-même. Mais la boucle ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, la jeunesse urbaine opère un apaisement et un retour aux sources. Dans les soirées parisiennes, on danse sur de l'électro mixé avec du shabi, la musique populaire du Maghreb, de la derbouka, mais aussi sur les rythmes envoûtants d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest dans le sillage de coupé-décalé de Magic System. C'est la synthèse absolue entre la modernité de Paname et la mémoire de nos aïeux, issus des bidonvilles. Fini le temps des excuses. Nos identités plurielles sont devenues une fête et nous y sommes fiers. Le combat pour l'équité sociale est loin d'être achevé. Mais quand j'observe notre argot s'infiltrer dans le dictionnaire, Aya Nakamura, faire danser la planète et la jeunesse métissée, s'embrasser sur de l'électrochabi, je me dis que nos grands-parents n'ont pas traversé la Méditerranée en vain. Nous sommes là, nous faisons corps et l'histoire continue de s'écrire par nous et pour nous. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive. D'ailleurs, si vous êtes encore plus curieux et curieuse, écrivez playlist en commentaire et je vous en envoie une. Vous pouvez aussi liker mon contenu si vous l'aimez. Prenez soin de vous et on se capte très vite dans Frenchlang.